l'histoire sur Europe 1. C'est l'histoire d'un auteur à succès, d'un écrivain vraiment populaire au meilleur sens et dont toute l'œuvre s'épanouit à la rencontre de la science et de la spiritualité. À chaque fois qu'il entreprend un nouveau roman, à chacune de ses balades sur Internet, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, il retombe, un peu comme le papillon revient à la lampe, il retombe sur un personnage incontournable pour lui depuis l'adolescence, une figure lumineuse qui depuis 5 siècles, au moins maintenant, incarne la sagesse et l'esprit. L'écrivain, c'est Bernard Werber, et son héros dans l'histoire, eh bien, je lui laisse le soin de nous le présenter lui-même. Héros dans l'histoire, Franck Ferrand. Bonsoir Bernard Werber. Bonsoir. Merci d'être avec nous et merci de nous avoir amené ce grand personnage, j'ai envie de dire, dans le studio. On a presque l'impression qu'on va pouvoir le toucher ce soir. Il s'agit de... Michel de Notre-Dame, Michel Nostradamus. Et c'est son grand-père qui est un juif converti qui avait pris ce nom justement pour montrer qu'il était très lié à l'église. Il vous fascine Nostradamus. En préparant cette émission, j'ai vu un certain nombre de questionnaires auxquels vous répondez. Quand on vous dit quel est le personnage que vous aimeriez rencontrer, hop, tout de suite vient Nostradamus. C'est une fascination quasi d'enfance ? Oui, je devais avoir 13 ou 14 ans quand j'ai découvert ce personnage. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était le lien entre la science et la spiritualité. Et en même temps, c'est un homme qui s'est tout le temps posé la question: est-ce que notre destin est écrit ? Et voilà. Ça me semble une question passionnante. Après, que ce soit récupéré par des croyants ou des mystiques, ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est déjà se demander, est-ce que quelque part, tout ce qui va nous arriver est décidé par nous, ou est-ce que c'est décidé par quelqu'un d'autre à l'extérieur ? Est-ce que c'est écrit ? Et alors, si c'est écrit, est-ce que certains ont accès au livre ? C'est un peu ce que Nostradamus a prétendu, lui en tout cas, puisque dans ses prophéties, il rend public, en quelque sorte, il publie un certain nombre des lignes de ce grand ouvrage du destin. Alors il y a dans votre œuvre, Bernard Werber, mais je pense à la trilogie des fourmis pour commencer, il y a un personnage, c'est Edmond Wells, qui est comme ça une sorte de vieux savant qui sait tout, hein, c'est l'homme de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui est à la fois un scientifique et un spiritualiste. Est-ce qu'on peut dire que en écrivant, en créant le personnage de Wells, c'est un peu à Nostradamus que vous pensiez ? Oui, d'ailleurs, Edmond Wells fait lui-même référence à Nostradamus comme source de connaissances, parce que souvent ce qu'on a retenu de Nostradamus, c'est son côté prévision, c'est quantique, mais en fait l'homme était un homme passionnant qui s'intéressait à tout, qui parlait beaucoup de langues. Un esprit universel, on peut dire. Qui avait énormément d'humour, qui aimait faire la fête, qui connaissait la médecine, qui a fait des découvertes médicales réelles, qui s'intéressait à la gastronomie, qui s'intéressait à la beauté, il a fabriqué des maquillages, des onguents, il a même écrit des parfums. Un traité des fards et des confitures. On ne s'attendrait pas à voir Nostradamus sur un sujet pareil. Il a même synthétisé des parfums, je crois que c'est le bois de santal. Il a été le premier à arriver à faire du parfum de bois de santal. Et il a fabriqué, notamment il faisait des collections de confitures de coin. Ouais. Et c'est un aspect passionnant. Des confitures de coin auxquelles il prêtait d'ailleurs de grandes vertus médicales. Il a été un enfant surdoué déjà, il faut le dire. Hein, ça a été vraiment un esprit très précoce. Oui, presque trop précoce. Déjà quand il était jeune, il commençait à faire des prophéties, ce qui a entretenu une sorte de méfiance à son égard, mais il avait aussi déjà des talents pour la médecine du fait de son grand-père maternel qui lui avait inculqué et le goût pour la littérature, et le goût pour les sciences, et le goût pour la médecine. On se rend compte que chez ces très grands esprits, je pense à Léonard de Vinci par exemple, il y a souvent un grand-père ou un arrière-grand-père dans le coup qui est un peu l'initiateur, celui qui ouvre l'esprit, qui l'écarte en quelque sorte. Hein. Oui, mais là, le grand-père est tombé sur un élève parfait parce qu'il avait une curiosité sans fin pour tout. Et il semble que ce soit le grand-père aussi qui l'ait initié à l'ésotérisme égyptien et l'ésotérisme perse. Et notamment, là, il avait tout un rituel, Nostradamus, pour arriver à trouver ces quatrains. Et ce rituel consistait à prendre une position qui fasse qu'il ne s'endorme pas avec un petit coussin de pierre, et il restait à fixer une bougie il y avait des odeurs d'encens, et son rituel était très précis, et chaque fois qu'il faisait ça, après il rentrait dans une sorte de transe dans laquelle il se mettait à écrire en écriture automatique les quatrains. Alors, Nostradamus est d'abord un médecin. Il est ensuite, comme vous l'avez dit, un esprit universel, et il est seulement en troisième lieu un mage, un devin. C'est néanmoins évidemment cette dimension de divination qui a le plus marqué ses contemporains et qui a surtout le plus marqué les 5 siècles qui vont suivre. Europe
Franck Ferrand. Alors au cours d'un voyage à travers la Lorraine, le médecin voyant, si je puis dire, est reçu au château de Fain par un certain monsieur de Florinville. C'est Florinville d'ailleurs qui nous raconte lui-même la scène dans ses mémoires, et on le met au défi de prédire l'avenir, non pas de deux êtres humains, mais de deux animaux, des cochons de lait, un cochon noir, un cochon rose. Le cochon noir, dit Nostradamus, sera dévoré par un loup. Quant au rose, c'est vous-même qui le mangerez. Alors, dès que Nostradamus a tourné le dos, Florinville ordonne à son cuisinier de tuer le cochon noir, celui qui devait être bouffé par le loup, et de le servir au dîner, histoire de faire mentir la prophétie. Vous comprenez que le châtelain ne croit pas du tout à la divination. Et à la fin du repas, il prend lui-même un malin plaisir à révéler à Nostradamus qu'en fait de loup, ce sont eux qui viennent de manger le cochon noir. Le médecin ne se trouble pas. « Et si nous allions voir votre cuisinier ?» dit-il simplement. On va voir le cuisinier et là, vérification faite, il va s'avérer que c'est le cochon de lait rose qui a été servi au dîner. Je vous avais dit de tuer le noir, s'insurge Florinville. Mais c'est ce que j'ai fait, messire. Seulement, dans mon dos, il y a un louveteau, apprivoisé plus ou moins par mes gatsos, qui est entré dans le cellier et qui a dévoré votre cochon noir. Et on dit que ce jour-là, comme d'habitude, Nostradamus aurait eu le triomphe modeste. J'aimerais juste qu'on revienne un peu sur le médecin. Oui. Personnage incroyable, il va rendre des services inouïs. Il était envoyé sur toutes les épidémies, et c'est lui notamment qui a inventé, on l'oublie souvent, le masque à gaz filtreur, c'est-à-dire, vous savez, ces masques qu'on voit dans les comédies, qu'on verra dans les comédies de Molière, des médecins, avec ce cône, oui, l'espèce de bec comme ça. Voilà, ce bec, c'est Nostradamus qui a inventé ça. Il a compris qu'il y avait quelque chose dans l'air qui rendait les gens malades et qu'il fallait le filtrer. Et c'était aussi un adepte de l'hygiène avant l'opération. Il faut voir qu'à l'époque, les gens opéraient sans se laver les mains, sans rien, ce qui créait d'autres infections. En Donc fait, il était en avance. C'est un hygiéniste aussi, Nostradamus, et ça peut expliquer peut-être un certain nombre des succès qu'il a eu, notamment au moment de la fameuse grande épidémie du charbon qui avait affecté toute la Provence et au cours de laquelle il a joué un rôle majeur dans la ville d'Aix. Il faut donc savoir que bien avant que la cour de France, là-haut, sur la Loire et à Paris, ne s'intéresse à son sort, Nostradamus était réputé comme un grand médecin, un grand hygiéniste. Il avait fait des tournées un peu partout, il était allé s'installer à Agen à une époque, sauf que, quand je dis à une époque, on est là à la fin des années 1530, et c'est l'époque où les hérétiques, où les protestants sont, on peut dire, martyrisés par le pouvoir, et là il a eu peur quand même. Il a été poursuivi tout le temps par l'Inquisition qui voulait faire passer son talent pour une forme de sorcellerie. C'est pour ça aussi qu'il a été zélé par rapport au catholicisme, tout le temps par exemple, à dénoncer les réformistes en disant non, attendez, je suis un bon catholique, précisément parce qu'il savait qu'on le prenait déjà pour un sorcier. Et il a tout le temps bougé, il ne restait pas immobile. Dès qu'il sentait qu'il commençait à y avoir une méfiance dans la région, il bougeait, il circulait, ce qui lui a permis d'apprendre encore plus les langues, de connaître encore plus de pays et de devenir cet érudit fabuleux. Alors en 1539, quand il rentre à Agen, une fois les troubles religieux un peu calmés, c'est pour découvrir que sa femme et son enfant sont morts. Il semble que ce soit lui-même qui transmet la maladie, c'est-à-dire que revenant d'un soin auprès d'une épidémie, il est ramené des microbes qu'il est transmis à sa famille, c'est son drame. C'est à partir de là d'ailleurs qu'il va devenir un peu plus mystique. C'est ça, là, à partir de ce moment-là, il se dit, mais donc on a une destinée, ce destin est écrit. Voilà. Il se met à devenir un expert des tarots, c'est un grand tarologue, Nostradamus. Oui, de toute façon, tout ce qui va être observation des étoiles, il est vraiment dans la recherche de où est écrit le futur. C'est ça. Voilà. C'est la question qui l'obsède, c'est ça qui est son moteur de vie, et c'est grâce à ça aussi qu'il va trouver la protection de Catherine de Médicis. Est-ce que c'est aussi la question qui vous obsède, vous, Bernard Werber? Je crois que tout être humain doit avoir envie de regarder l'horizon, de se dire où on va, où je vais, où va le troupeau, où va l'humanité. C'est une question tout simplement qui nous permet d'élargir les perspectives, sinon si on reste à sa petite vie étriquée, c'est un peu minable, restreint. Franck Ferrand sur Europe 1. Nostradamus avait prédit la mort du roi Henri II. Les centuries, en effet, sont publiées en 1555 et c'est le fameux quatrain 35 de la première centurie, là, le lion jeune, le vieux surmontera, qui va faire sa célébrité parce que 4 ans plus tard à peine, le 30 juin 1559, le roi, qui donc joue à Paris au Tournelle face au jeune Montgomery, vous savez, on connaît toute l'histoire, le haume doré du roi, la cage d'or, est mal fermée, la lance cassée de Montgomery va entrer dans le casque, va crever l'œil du roi, lui enfoncer le crâne. C'est cette agonie terrible du souverain qui s'éteindra le 10 juillet suivant. Or, l'épouse du feu roi n'était autre que Catherine de Médicis, tellement éprise de mages et de devins. On imagine quelle immense, quelle fabuleuse publicité ça va être pour le maître de Salon de Provence. Elle va en faire une star, si je puis dire, Catherine de Médicis. Ça va devenir quelque chose d'assez rare pour l'époque. C'est
l'astrologue officiel. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fait partie de la cour. C'est pas juste un magicien, c'est pas juste un sorcier, c'est le responsable de tout ce qui est astrologie et divination auprès de la reine. Et c'est ce qui va le protéger aussi de l'Inquisition, c'est ce qui va lui permettre d'écrire, de travailler sereinement. Vous, lorsque vous travaillez, c'est tous les jours, hein, parce que vous avez vraiment un rythme de travail qui est devenu mythique et célèbre, c'est pour justement interroger aussi le destin, la divination. C'était le cas dans Le Miroir de Cassandre, en tout cas, le dernier roman. Oui, j'ai essayé d'imaginer une jeune fille qui voit le futur. Et là, il y en a un nouveau qui va sortir, ça s'appelle Le Rire du Cyclope. Ce sera en librairie le 1er octobre, je crois. Oui. Et on va retrouver Isidore Katzenberg et Lucrèce Nemrod, donc vos deux enquêteurs de ce cycle sur les aventuriers de la science. On va les retrouver enquêtant sur le phénomène du rire et sur l'étrange entreprise de distraire les honnêtes gens, comme disait Molière. D'ailleurs, je signale que vous êtes l'un des partisans, si je puis dire, de la thèse Corneille-Molière. Ça m'a fait très plaisir. Ça s'appelle donc Le Rire du Cyclope. Ce sera disponible le 1er octobre chez Albin Michel, comme toujours. Merci à vous, Bernard Werber, d'avoir été des nôtres. Merci. Et merci de cette extraordinaire passion que vous nourrissez pour Nostradamus. Je pense qu'elle a été contagieuse. Merci. Merci à vous, Franck Ferrand. À la semaine prochaine, dans un instant sur Europe 1. Restez bien avec nous.